Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Les Jeux Olympiques de Paris se sont achevés ce dimanche, on a passé une quinzaine de jours avec énormément d'ambiance, d'épreuves, de médailles dans tous les sens. Mais bon, on va pas non plus se dire que maintenant il n'y a plus rien, on a le Tour de France Femmes qui vient de commencer, mais on va justement profiter aussi d'être juste à la sortie de ces Jeux Olympiques pour faire le débrief de ce que l'on a vu sur cette deuxième semaine, puisqu'on avait déjà fait un podcast la semaine dernière pour parler principalement de la route, avec un petit mot VTT BMX. On va donc revenir sur ce qui s'est passé cette semaine sur la piste, avec une médaille pour la France, mais en or, avec Benjamin Thomas qui avait remporté l'Omnium. Et on évoquera également, bien évidemment, le Tour de France Femmes. Tour de France Femmes qui a commencé ce lundi, parti des Pays-Bas et qui arrivera rapidement en France pour une arrivée prévue à l'Alpe d'Huez. On va donc voir ça avec nos deux spécialistes hors route et cyclisme féminin. Là, c'est les deux les plus calés dans le domaine sur le groupe Eto. Johan pour commencer, salut Johan. Alors sur la piste, il y a quand même une différence de niveau entre les deux. Mais oui. Oui, c'est pour ça que je dis hors route, hein, parce que tu es plus cyclocross, mais cyclocross n'est pas encore au jeu. Bon, ça arrive. Voilà. Et on complète notre équipe avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu. Moi c'est bon niveau piste, bien calé comme il faut. Niveau piste et Grand Prix de Fourmis, ce qui permet de le glisser, ce que j'ai vu que ça avait manqué la semaine dernière. Donc voilà. Oui, j'ai vu dans les commentaires de la vidéo que ça se plaignait qu'il y avait eu un podcast où on mentionnait pas le Grand Prix de Fourmis. Oh non, mais les gens par pitié, là, arrêtez de faire ça, on n'encouragez pas là. Est-ce qu'on a un pisteur qui a remporté le Grand Prix de Fourmis ? Eddy Merckx. Oui, bon, c'est la vitesse, c'est Alors, la réponse évidente quoi. Guillaume Blot, qui est le vainqueur un peu what the fuck sur ce siècle, on va dire, du Grand Prix de Fourmis, avait gagné, je sais plus si c'est une Coupe de France ou un championnat de France chez les cadets face à Grégory Boger. Non mais, pardon, mais... Bon, bah écoutez. Je suis toujours au top pour donner des stats qui sortent de nulle part. Oui, voilà, des trucs dont un peu tout le monde se fout, mais on sait jamais, ça pourrait servir. Viviani a fait podium, sinon ça... Ça marche mieux, ouais, sur ces jeux, ça marche mieux. Viviani qui avait gagné en 2021 le Grand Prix de Fourmis. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet pour ce podcast Chasse Patate sur ces Jeux Olympiques sur piste. Attention au départ, Chasse Patate, c'est parti! Alors déjà, avant d'évoquer la piste, un petit mot de manière générale maintenant que les Jeux Olympiques se sont terminés, parce qu'on aura les Paralympiques qui vont débuter d'ici une quinzaine de jours. Qu'est-ce que vous retenez pour la partie cyclisme de ces Jeux Olympiques ? C'est quoi, s'il y aurait peut-être un moment marquant de ce qu'on a vécu en cyclisme sur ces 2 semaines, qu'est-ce que vous retiendrez ? Moi, il y a le triplé en BMX. C'est cette image qui est absolument folle, la surdomination qu'ils font sur toute la compétition, et le moment où, on sentait que pour les trois, le seul objectif c'était de faire un 2-3, peu importe l'ordre. Et il y avait des lieux qui étaient magnifiques pour les JO, on peut pas dire que le parking du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines soit l'endroit qui ait le plus de gueule, mais le fait qu'il y ait ces 3 drapeaux bleu, blanc, rouge qui montent en même temps, ça en fait quand même une des images très très fortes de ces Jeux. Ah oui, c'est sûr, là, le triplé avec Joris Daudet, Sylvain André, Romain Mailleux. On n'avait pas encore eu de médaille chez les hommes pour la France en BMX Racing aux Jeux Olympiques. Bah là, ils se sont magnifiquement rattrapés. Bon, on avait déjà eu les triplés, mais là, ils ont réussi à le faire au jeu. C'est quand même quelque chose. Johan, quel moment tu retiendrais en particulier, toi, de ces Jeux en cyclisme ? Moi, c'est le final du VTT homme. Entre Koretsky et Pidcock, où vraiment là je trouve que c'est dans les choses dont on se souviendra, vraiment très très beau final, avec les rebondissements, les uns qui se dépassent, qui se repassent, ça vraiment j'adore, c'est tout ce que j'aime. C'est presque dommage que ça freine un peu Koretsky et qu'ils se fassent pas jusqu'au sprint tous les deux, vraiment pour aller au bout du truc, mais c'était absolument formidable cette course. Oui, puis on Moi, avait c'est aussi ça que
Puis on avait toute l'ambiance, quoi, sur la colline d'Elancourt. Bon, on l'a bien vu avec tout le public qui a sifflé Tom Pidcock dès qu'il a franchi la ligne, mais Ouais, ça c'était un peu plus moyen. Mais à la limite, le truc qui était bien avec le cyclisme, et par rapport à quelque chose qui est revenu dans les remarques sur les sports collectifs sur les derniers jours, et notamment sur les finales, ou même en piste hein, d'ailleurs, c'est le VTT où tu avais le public qui donnait l'ambiance, la course sur route où le public était incroyable. Enfin, t'avais les ambiances vraiment chouettes. En tout cas, le cyclisme, je trouve, ça a été dans les sports sur ces jeux qui ont pu se faire ressortir ça, le côté public, événement populaire. Là où, en fait, quand tu retombais sur des finales avec les places à 4500 euros, bah, du coup, c'était un peu moins. oui, c'est moins grand public là de suite. Voilà. Mais non, en tout cas, enfin, il y a ça aussi, je trouve, à retenir, c'est vraiment l'espèce de. De toute façon, il y a toutes les photos qui ressortiront pendant 40 ans là sur les JO à Montmartre, mais Mais ouais, en tout cas, ça c'était très beau aussi. Par rapport au public, il y a aussi le public qui était fou après la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. ah oui. Les centaines, voire milliers de personnes qui chantent à l'unisson Merci Pauline, ça foutait les frissons, quoi, ce moment. Oui, Et là, puis je pense qu'elle n'était pas la seule à avoir les larmes aux yeux sur le podium. Il s'est passé quelque chose, la communion avec le public, avec une ambiance qui avait l'air absolument démentielle. C'était, c'était quand même quelque chose de très très fort et ouais, je pense que j'ai vu que certains sur le forum l'avaient cité, c'est facilement dans les meilleures grandes images aussi de ces jeux. en image aussi, au sens le plus visuel, il y a le final de Remco Evenepoel dans la course en ligne. Oui. Alors, parce qu'effectivement, il y a l'attaque, il y a les photos dans Montmartre, mais il y a cette combinaison de moments avec la crevaison et où il perd totalement son sang-froid au niveau du carrousel au Louvre. Le moment où après, il fait un signe comme avec sa montre parce il sait pas les écarts et qu'on lui dit les écarts et qu'après il se tourne et qu'il a sa main qui s'agite en disant oh putain, j'étais cet écart-là. Ouais, Et, mais et, oui. et cette Il savait pas qu'il avait une minute d'avance quand il avait crevé au Louvre. Encore le surpris alors qu'il fait ça tout le temps. Et puis cette célébration, franchement, ça c'est une des images qui vont être recyclées pour les jeux pendant tellement, parce que le geste qu'il fait en lui-même, mais le plan de caméra qui se recule avec la tour Eiffel en fond, Ah oui, c'est génial. ce qui permet de se rendre compte aussi à quel point la tour Eiffel c'est immense, Oui. parce qu'on la voit de partout, mais ça dézoome, on la voit pas encore. Mais Ouais, oui, parce et- que les photos qui sont sorties après sont moins bien que le plan vidéo, quoi. Parce que c'est trop grand, en fait, ça marche pas. Mais en fait, pour le coup, pour les photographes, moi, j'avais eu la chance d'avoir gagné les places pour être à l'arrivée de la course sur route. En fait, le petit problème qu'il y avait éventuellement pour les photographes, c'est qu'ils étaient quoi, une 20-30 mètres après la ligne, et surtout après une petite remontée. Donc déjà, les photographes étaient au-dessus de la ligne d'arrivée. Au niveau de l'angle, c'était compliqué d'avoir et la ligne d'arrivée qui était en dessous d'eux, et la tour Eiffel qui était au-dessus d'eux. Donc Il c'est... fallait qu'ils se mettent au milieu du pont d'Iéna, il y a tout le temps du monde qui fait des photos au milieu de la route à cet endroit. Ah là, pour le coup, je pense que c'était le jour de l'année où il y avait le moins de monde hein, sur le pont des Lins. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été servi, hein, en tout cas, au cyclisme, avec les belles images, les beaux moments et l'ambiance. Et d'autres trucs aussi, parce que il y a eu tellement d'images sur ces jeux, c'est ça qui est fou. Le le BMX Freestyle, concrètement, c'est le truc que je suis uniquement pendant les jeux parce que c'est au jeu. Hein, sinon, Oui, j'avoue, je m'y intéresserai pas. Mais j'ai ce moment dingue où il y a le Français qui va faire sa première tentative et les commentaires d'Eurosport sur la chaîne où je regardais qui sont complètement dithyrambiques, qui annoncent un truc de fou. Et le Français se casse la gueule dès son premier trick. Sur Et, France Télé aussi, hein, pareil. et Sur France Télé, c'est il va gagner, tu vois. oui, ah c'est ouais, vrai que... c'était la même. C'était la même. Oui. Il va gagner, il va faire un truc énorme, ça va être spectaculaire. Et, boum. Et Oui, dans la foulée, il sort un truc de fou sur son deuxième run en finale. ah oui, bah, c'est vrai qu'Anthony Jean-Jean était cité comme une des... Enfin, comme une chance de médaille d'or. Bon, il finit avec la médaille de bronze, c'est déjà une médaille. Et aussi d'arriver à sortir un gros run pour aller chercher la médaille alors que tu sais que ton premier, tu l'as flingué en chutant dès la première figure. Mentalement, faut quand même le sortir, quand même. Hein. Et C'est puis, bien regarde. sa tradition française de on s'est fait voler par la béitre, tout ça. Et puis, on va y revenir plus en détail, mais les images du titre de Benjamin Thomas.
le final, la chute qu'il a, la sérénité affolante après sa chute. Il vérifie tranquillement qu'il n'a pas crevé. Il demande au commissaire combien de tours il reste. Il remonte en piste, tout comme il faut. À 2 tours de l'arrivée, il monte sur le haut de la piste pour demander au public de faire plus de bruit. C'est... Tu sais qu'il y a un moment, je me suis demandé s'il n'avait pas fait exprès de tomber tellement il avait l'air tranquille. Il était en train de poser sur quelques 2 secondes. Ouais, bah en tout cas, ouais, bah justement, on va se lancer sur la piste. Et Benjamin Thomas, déjà, en premier lieu, évidemment, notre champion olympique de l'Omnium, qui avait déjà obtenu une médaille à Tokyo. Il avait obtenu le bronze avec Donovan Grodin sur l'américaine. Là, cette fois, c'est tout seul, en solitaire, sur l'Omnium. Un Omnium qu'il a maîtrisé de bout en bout. Geoffrey, comment tu décrirais sa course? Est-ce que c'est genre... Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être une démonstration totale de Benjamin Thomas, comme il a pu parfois déjà le montrer dans des grands événements? Pas une démonstration totale. Démonstration totale sur un omnium, faut regarder la course de Jennifer Valente côté féminin. Où là, c'était hallucinant. Parce que la tempo, il a foiré un peu quand même. D'ailleurs, non, parce que moi j'avais l'impression qu'il s'est dit j'ai pris un point, ça m'assure une place à peu près. Puis Ouais, tant enfin, pis, puis 11e sur 22, quoi. Donc c'est pas non plus. Ou 10e, je sais plus. Enfin, non. 11e, ouais. Viviani 10e et Benjamin Thomas 11e. Enfin, ouais. complètement au milieu de tableau. Oui, avec un point marqué mais c'est après, enfin, sur les sprints. Élimination et course au point, il sait être excellent là-dessus. Il a réussi à se mobiliser, à faire une course géniale. Ensuite, ouais, Oui. non. Oui, parce que Benjamin Thomas remporte la course scratch. Il fait donc 11e de la course tempo. Il finit 2e de l'élimination. Bon, bien aidé par Elia Viviani qui fait qui vient tasser un petit peu trop Tim Teutenberg, alors que Viviani avait été éliminé après Benjamin Thomas ensuite. Et beaucoup de points marqués sur la course au point final, 2 tours gagnés. Il y a plein de monde qui a pris plein de tours dans tous les sens, donc ça aide à avoir un gros compte. Mais ouais, c'est lui qui marque le plus de points sur la course au point. Sa victoire, il va la chercher là. J'avais vraiment, pour le coup, j'avais les larmes aux yeux de la manière dont il gagne, parce que j'avais en tête la course au point où il est champion d'Europe de ça il y a 10 ans, des courses sur le Vélodrome à Roubaix il y a une dizaine d'années, où tout jeune, il était déjà en train de faire des trucs, j'avais en mémoire une manche de Coupe de France sur le Vélodrome de Roubaix, où il était déjà parti à faire des courses dès 9h du matin, il y avait 15 personnes dans le Vélodrome, dont sa mère, et moi et ma compagne, on était dedans, on se retrouvait à discuter un peu avec... C'était vraiment très très fort de le voir gagner, et puis l'émotion après qu'il avait. Oui, c'est quand on voit en interview après la course, il dit le titre olympique c'est quelque chose de presque trop grand pour moi. Quand on voit tout ce qu'il fait, je pense qu'on peut dire non, champion olympique, c'est largement la carrière de Benjamin Thomas, quoi. Vu tout ce qu'il a fait, les sacrifices qu'il a fait pour continuer à faire de la piste, c'est vraiment l'accomplissement d'une vie sportive, ce titre. Il avait déjà un palmarès excellent. Oui, Johan ? C'est un peu la même chose que fait en prévoit en VTT, hein. C'est quand même l'aboutissement d'un mec qui domine quand même la discipline depuis plusieurs années. Donc, les JO de Tokyo, c'était quand même très en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui. Même lui, en interview, il a dit après qu'il s'était laissé bouffer par l'événement. Là, c'est lui dans ce qu'il sait faire, dans sa plénitude, et ça donne une super victoire. Oui, parce qu'on va rappeler qu'à Tokyo, en plus de la médaille de bronze sur l'américaine, Benjamin Thomas avait fini 4e de l'Omnium, donc au pied du podium. L'Omnium il avait d'ailleurs fini sur le médaille d'argent sur les 2 derniers mondiaux, et les 4 dernières fois qu'il a participé à l'Omnium au championnat du monde, Benjamin Thomas, il a fini au pire 2e. Voilà, 2019, 2020, 2022, 2023, ce qui place en effet le coureur. Sachant qu'il ne fait pas l'Omnium sur les mondiaux 2021 à Roubaix, mais il est champion du monde de la course au point. Tout à fait. Donc bon. Et il y avait déjà son titre avec le doublé qu'il fait à Hong Kong en 2017 quand il gagne l'américaine. Tout à fait. Donc oui, ça montre, enfin ça vient récompenser un peu tout un parcours, tout ce qu'il a pu faire sur piste. Johan, toi, comment tu l'avais trouvé un petit peu dans la journée sur les différentes épreuves, de ce que tu avais pu en suivre un peu? Est-ce qu'il y a
peut-être même sur la course tempo où tu t'es dit, c'est un peu dommage, hein, ou ça t'a pas semblé Je me vraiment. suis dit un peu dommage dans le sens où il a zappé un peu un ou deux sprints au début de course. Mais en fait, j'avais quand même pas l'impression qu'il était en stress et qu'il s'est dit, bon, bah, tant pis, puis je serai plus en forme plus tard. Là où moi j'avais le souvenir de Tokyo, c'était peut-être un faux souvenir où il s'était un peu cramé au début à trop en faire sur les premières épreuves et être un peu rincé sur la course au point. Donc moi je me suis dit, ah bah tiens, il garde des forces, ça va le faire plus tard et puis il n'y a pas trop de soucis. Le Belge il prenait de l'avance, mais le Belge c'est vrai qu'il en faisait 3 tonnes et que j'étais étonné qu'il tienne sur le podium. Mais Oui, Fabio Van Den Bosch qui finit avec la médaille de bronze. Mais on peut dire un peu pour Benjamin Thomas, c'est la victoire aussi de l'expérience. D'à force savoir comment appréhender la course, savoir où est-ce qu'il faut placer les efforts. oui, après ça fait plusieurs années qu'on va faire les mêmes genres de courses, à très très bien gérer, à sortir quand il faut, faire les efforts qu'il faut. C'est pas forcément surprenant. Après, il a récité en fait. À son niveau, il a déroulé ce qu'il sait faire. Il est tombé sur un très bon, donc le Portugais qui avait battu l'année dernière au championnat du monde, qui lui a donné un peu de concurrence, mais sinon Yuri vraiment Leitao. Yuri de Leitao. J'avais plus que Yuri dans ma tête, j'avais plus le. Mais Mais en oui, tout cas, oui, il a, voilà. Ça voilà, fait une sacrée il a course dé- et aussi le fait qu'il soit pas tout seul. Il y avait le Belge Van Den Bosch qui avait pris la tête avant la course au point, après la course tempo. Yuri Leitao qui vient opposer un peu une certaine résistance sur la course au point. Donc ça rajoute aussi quelque chose, quoi. Oui, ça rajoute un petit peu aussi parce que pour le coup en face, genre Viviani n'était pas assez moyen, Ethan Letter un peu aux fraises, à part une espèce de contre-la-montre un peu bizarre sur l'élimination, quoi. Mais c'est bien, quoi. Enfin, là, c'est vraiment les purs pistards qui ont été devant, c'est quand même assez chouette. Et puis après, oui, Geoffrey, tu en parlais tout à l'heure, le fait que Benjamin Thomas avait l'air extrêmement serein, aussi bien pour la chute qu'il a eue à 25 tours de l'arrivée de la course au point, que le petit moment de flottement sur l'élimination où il croit qu'il est éliminé. Et en fait, non, il n'est pas éliminé, il faut qu'il refasse l'effort derrière. Il a réussi à tout bien gérer et pas se faire avoir, surprendre par différents événements, quoi. Oui, qu'il était en maîtrise totale de ses capacités à la fois physiques, mais aussi de concentration et de gestion de l'effort. Et, enfin, le, la manière quand il chute, encore une fois, de vérifier tranquillement les pneus. Il y a le staff qui a déjà le vélo de secours. Lui, non, non, il vérifie tranquillement et qu'on voit jeter un coup d'œil au commissaire pour voir combien de temps il reste pour repartir après. Ça contraste vraiment fort avec, en plus, ce qu'on disait tout à l'heure avec Remco Evenepoel et sa panique au niveau, au niveau du carrousel du Louvre, alors qu'il avait course gagnée aussi. Ouais, là c'était C'est- vraiment pas la même chose. Et après aussi, par rapport justement à la chute, on a pu voir en suivant la télé que certains n'avaient pas forcément bien compris et s'étaient mis un petit doute sur le fait que Benjamin Thomas était peut-être rentré dans le peloton un peu trop tard. Est-ce que tu peux juste faire le petit rappel du règlement, Geoffrey, pour nous rassurer que Benjamin Thomas, non, n'est pas rentré trop tard et qu'il a fait parfaitement ce qu'il fallait à ce point-là? Ce qui est précis dans le règlement, c'est qu'il faut 1250, il y a 1250 mètres pour reprendre la position dans le groupe dans lequel on est, qui peut se comprendre comme 1 kilomètre pour se remettre en place, et ensuite dans le tour qui suit, il faut qu'on revienne à la même position. Il est tombé à le groupe allait être à 24 tours de l'arrivée. Il est dans le peloton, et le peloton arrive ensuite sur la ligne, il reste 19 tours, donc ça fait les 5 tours, ça fait 1250 mètres sans problème. Sachant que les générales, après, parce que ça varie selon la taille des pistes, mais en ayant discuté de ça avec des commissaires une fois, la manière dont ils perçoivent l'arrêt, c'est vraiment 1 kilomètre plus un tour. Et donc le coureur, en général, il a 1 kilomètre pour max pour redémarrer. Après ce délai-là, de toute façon, il ne saura pas revenir dans le groupe. Et, et il a ce tour supplémentaire pour venir bien se remettre en place. Et là-dessus, il n'y avait aucun problème. Surtout que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand il y a un incident, il y a un commissaire avec un drapeau qui signale l'incident et qui indique de sa main, de toute façon, le nombre de tours qui restent. Et au moment où Benjamin Thomas repart, le commissaire fait encore un 2 avec sa main, ce qui veut dire qu'il a 2 tours pour revenir en place.
Ok. Et donc c'est pour ça qu'il remonte tranquillement en piste, qu'il laisse le peloton repasser, parce il avait 2 tours encore pour revenir en place. Donc il remonte tranquillement pour pas se mettre dans le rouge, parce qu'il y a parfois des coureurs qui se mettent dans le rouge en vouloir partir à fond, et ça peut être dangereux d'exploser juste pour venir. Ce délai fait pour qu'un coureur puisse sereinement, sans prendre de risque, ni pour lui ni pour les autres, revenir dans son groupe, remonter en piste, réaccélérer par le haut de la piste et reprendre position. Et il n'y avait aucun problème là-dessus. Voilà. Tant qu'il est autorisé à reprendre la piste par les commissaires, le staff médical, etc. Donc il y a grosso modo 1 kilomètre plus un tour pour revenir dans le peloton et que ça se reforme. Je précise ça parce qu'on a vu sur l'américaine chez les hommes, je crois que c'était un Espagnol qui avait été empêché de Albert repartir. Torres qui a été empêché de repartir parce que le staff médical ne voulait pas qu'il reparte. Et Ouais, il a fait un le beau coureur, soleil. on a vu le coureur s'énerver sur un commissaire, mais le commissaire il dit mais c'est pas moi qui ne veux pas que tu Oui. repartes. Quoi. Oui, voilà, c'est pas le commissaire n'y est pour rien, c'est des décisions médicales pour protéger le coureur aussi. Surtout que visiblement il y a fracture en plus des radios qui ont été faites après la course, donc c'est pas plus mal qu'il Oui, soit voilà. pas reparti. Donc, bonne décision médicale en tout cas. On a pas mal évoqué Benjamin Thomas, mais Benjamin Thomas, c'est la seule médaille française sur la piste. Alors, certes, elle est en or, mais si on regarde d'un D'ailleurs, point de vue... Avant que tu continues, Mathieu, juste pour dire, elle est en or et la piste, on est très présent sur les mondiaux, sur les championnats d'Europe depuis très longtemps. C'est la première médaille d'or olympique en cyclisme sur piste depuis les Jeux de Sydney. Oui, tout à fait. Ça fait 24 ans qu'on court après. Ouais, donc c'est pas rien. Voilà, tu c'est- fais bien quand même de dire qu'il faut pas non plus dévaloriser cette médaille d'or parce que Ah ouais. on Parce qu'on a l'impression, on dit ouais, c'est Benjamin Thomas, c'est normal, il est en or, c'est facile pour lui, mais ça fait 24 ans qu'on l'attend cette médaille. Ouais, voilà, ouais, c'est la première au 21e siècle. Donc C'est ça. c'est quand même c'est quand même quelque chose. Mais si on regarde d'un point de vue plus global le bilan de la piste française, justement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Est-ce que c'est un bon bilan? Parce qu'on a une médaille d'or, on a un titre olympique qui nous fuyait depuis 2000, depuis Sydney, où on avait eu certes 4 médailles d'or à l'époque, mais depuis rien. Ou on peut dire que c'est un peu décevant dans le sens où on aurait pu avoir davantage de médailles, on aurait pu en avoir un peu plus. Bah, c'est les deux, quoi. Heureusement qu'il y a ce titre qui est là, parce que ce qu'il y avait à côté, c'est soit un petit peu décevant, soit très décevant. Les résultats auraient dû être collectivement bien meilleurs pour l'équipe de France. Johan, qu'est-ce que tu en tires de ton côté comme conclusion? Pour moi, la déception, c'est plus le côté féminin. Le côté masculin, on savait que la pole sprint était un peu dépassé de toute façon. Ils ont fait quand même une belle vitesse par équipe. La poursuite avec les petits changements un peu des dernières années qui passent dans l'équipe, honnêtement, ils sont bien débrouillés. Après, c'est plus chez les filles où on a énormément de pôle endurance et de Mathilde Gros et où ça n'a pas donné grand-chose. C'est plus ça, après, pour moi, la déception. Oui, donc à la fois retenir qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Au niveau de la déception, donc toi, Johan, t'es plus sur les filles. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait sur ces Jeux Olympiques en particulier? Déjà, tu parles de Mathilde Gros, qui a été éliminée assez tôt, notamment en vitesse individuelle au repêchage des huitièmes de finale, alors qu'on la voyait prétendante à une médaille. Clairement, sur le Keirin, il y avait moyen d'avoir une médaille. Et après, sur la vitesse, c'est un peu toujours la même chose. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas vraiment à se décoincer, alors qu'on pensait que c'était un peu réglé depuis les championnats du monde à Roubaix notamment. Puis les belles manches de... comment ça s'appelle maintenant la Coupe du Monde La Coupe des Nations. La Coupe des Nations, où elle faisait des belles choses. Là, oui, c'est un peu décevant. Après tout ça, de se dire, on vient un peu où on était, et puis ça, c'est toujours pas ça. C'est un peu dommage, quoi. Mais c'est après, là, c'est toujours la question de est-ce que le pôle sprint en France n'est pas géré n'importe comment? Est-ce qu'il faudrait pas remettre ça dans le bon sens, quoi? À chaque fois, on a l'impression que ça tend à aller mieux. Il y a des bonnes choses qui arrivent, il y a des bons résultats, des excellents même résultats qui sont là parfois.
la tendance avec la nouvelle équipe qui commence à se mettre en place paraissait tellement prometteuse, mais là c'est un gros retour en arrière sur ce qui a été fait. Le, physiquement, Mathilde Gros était, était en forme, hein, parce que, enfin, elle fait son meilleur temps, mais il y avait quelques erreurs stratégiques qui ont été faites, qu'on a retrouvées aussi côté masculin. Que, ce que j'ai pas compris, pour la vitesse, un Ryan Elal, il y a 5 ans, je vois dans le vélodrome d'Apeldoorn au championnat d'Europe battre Jeffrey Orland, alors que Orland était à son prime physiquement à ce moment-là. Il réussit à le battre stratégiquement. Et là, les deux, à chaque fois, c'était juste on se met devant, on bourrine, et puis on voit si ça passe, sauf que ça passe pas, quoi. Et, En plus, avec des et gros braquets, non, parce qu'à chaque fois, je les voyais, enfin, ça tirait. bah, j'ai l'impression que ça cherchait à mettre des gros braquets parce que ceux qui gagnent mettent des braquets immenses, mais que ça réussissait pas à l'emmener. Enfin, il y a moyen de courir différemment. Ce qu'a fait Eddie van der Wouw, par exemple, c'est un bel exemple de comment courir différemment quand on n'est pas le plus rapide. Ce qu'a fait Jack Carlin, enfin, quand je vois les mondiaux de Jack Carlin, je me dis, les JO de Jack Carlin, je me dis, ça, notamment sur le tournoi de vitesse, ça doit être le tournoi de vitesse de Sébastien Ligier, qui a déjà battu Jack Carlin plusieurs fois ces dernières années, notamment peut-être les championnats d'Europe à Munich, où il y a leur affrontement qui est sublime. Et, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas été. Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est la préparation physique? Est-ce que c'est la préparation mentale qui a été défaillante? C'est pas normal que ça ait raté autant sur autant de niveaux. Et on a un peu la même avec le pôle endurance qui promettait tellement, mais s'est montré limité, les 2 poursuites par équipe, où on réussit pas à tenir le rythme et le temps, enfin, le temps autour qui est prévu, et où systématiquement ça s'effondre dans les 2, 3, 4 derniers tours, et où ça s'effondre mal parce que le collectif est plus uni. C'est c'est vraiment très dommageable parce qu'il y avait de quoi faire quelque chose de vraiment très très grand avec les personnes qui étaient présentes. Et, et aussi, pourtant, on avait l'impression que ces derniers temps, c'était un collectif qui était bien organisé, qui montait en puissance, qui était complètement en mesure d'aller jouer une médaille. Là, ça montait en puissance de façon énorme. L'année 2022 de l'équipe de France, dans les championnats d'Europe, sont absolument stratosphériques. Les mondiaux à 50 ans en Yvelines, qui sont excellents. Ceux qui continuent sur la TCL, notamment Mathilde Gros en vitesse. Enfin, c'était génial. Là, depuis 1 an et demi, c'était un petit peu en deçà, mais on se disait, il y a la préparation olympique, donc peut-être que ça joue plus sur les épreuves qualificatives, mais que sur la préparation physique, ça saura être là au bon moment, parce que c'est compliqué de s'organiser en se disant qu'il faut être au top physiquement au mois de juillet, alors que les épreuves qualificatives sont de janvier à mars. Il y a un calendrier qui est complètement chamboulé, avec les mondiaux qui un coup sont en été, un coup sont à l'automne. Mais les championnats d'Europe qui, pareil, sont une année en août, l'année d'après, c'est en février. Enfin, Oui, mais après ça, on c'est se la même disait, chose pour tout le monde, mais c'est la même chose pour tout le monde, mais du coup, l'année 2023 qui était pas au niveau de la 2022, on pouvait le mettre sur ce coup-là en se disant que pour 2024, ça irait mieux. Et le problème, c'est que ça n'a pas été mieux. Il y a des records qui ont été battus et c'est très bien, mais ils n'ont pas été battus, je pense notamment à la poursuite, dans les proportions que les autres nations ont battu leurs propres records. Il y avait moyen en poursuite par équipe de faire 1 à 2 secondes de mieux. Et ça change complètement le tableau et notre place à l'arrivée. Euh, la préparation physique semblait pas géniale côté endurance, à part Benjamin Thomas qui était sur notre planète, vu ce qu'on a vu dans les courses en peloton. Et en vitesse, c'est un gros raté, mais même stratégique. Donc, mhm. il y a quelque chose qui n'a pas été. Oui, on peut dire que le seul qui a été à son niveau de ce qu'on a vu ces derniers temps avant les Jeux Olympiques, c'était Benjamin Thomas, et que les autres, peut-être, n'ont pas réussi à élever leur niveau autant que les autres nations. Parce qu'on va pas dire non plus qu'en termes de puissance, etc., c'est raté, puisqu'on en a beaucoup qui ont battu leur record, mais que peut-être l'augmentation du niveau sur les Jeux Olympiques a été moins importante pour les Français chez les autres nations.
tous, sauf Meridian Comey, je crois, tous ont battu leur record. Que ce soit les temps autour en poursuite, le temps collectif en poursuite, le temps sur 200 mètres lancés, et ils les ont bien battus. Mais le problème, c'est qu'il restait quand même cet écart avec les autres. Et c'est pas normal que des compétitions dans lesquelles on est non seulement compétitif, mais on gagne, on se retrouve à être autant derrière. Je mets à part la vitesse par équipe côté masculin, parce que 4e, c'est notre place. C'est notre place depuis 5 ans. On a la médaille de bronze sur un coup de bol, parce que les Australiens font n'importe quoi à Tokyo, mais clairement, on prend. Hein. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été dans la préparation. Je sais pas quoi, mais j'espère que dans les staffs, ça s'est rendu compte, enfin, ou en tout cas, ça va se rendre compte en débriefant cette semaine, et puis même ces quelques mois de ce qui n'a pas été pour corriger ça au plus vite. Parce que ça fait combien d'Olympiades en piste où on se dit ça n'a pas été, il faut qu'on apprenne les erreurs, mais à l'Olympiade d'après, on repart plus ou moins sur la même. Est-ce que dans ce cas-là, il faut pas se dire bon bah on fait table rase et on repart vraiment de zéro ça peut valoir le coup ou c'est un peu risqué aussi de se dire de vouloir tenter de tout changer? Ce discours-là, il y a après les Jeux, enfin, autour de 2020 pour la vitesse, je dis oui. Autour de 2015-2016 pour toute l'équipe de France, j'aurais dit oui. Là, il n'y a pas tout qui est à mettre de côté. Je pense notamment au pôle endurance, parce que c'est le staff qui est installé depuis le plus longtemps. Le boulot qu'a fait Stephen Henry et son équipe. On est passé en 8 ans, alors même si on a un constat d'échec sur ces JO, on est passé en 8 ans d'équipes non existantes en poursuite, à même pas participer aux mondiaux, Oui. à raisonnablement, potentiellement médaillé aux JO. Donc, on est passé de rien à quasiment tout en haut. C'est clairement quelque chose qui n'est pas à mettre de côté. Surtout le travail qui a été fait au niveau du collectif. Alors, chez les hommes, c'est plus compliqué parce que il y a les impératifs de route avec beaucoup de managers qui n'ont pas envie de laisser leurs coureurs aller sur la piste, alors que dans beaucoup d'équipes à l'étranger, ils sont bien contents d'avoir un médaillé olympique. Oui, c'est sûr que c'est le genre genre de choses qui n'est pas forcément évident. Je crois que c'était aussi en partie une des raisons qui avait poussé Benjamin Thomas à partir chez Cofidis pour être plus libre sur cet aspect. Mais il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mieux. Même côté sprint, j'ai pas envie de cracher, de jeter la pierre sur des personnes qui sont plus en poste depuis 3 à 4 ans, mais c'était vraiment la cata, c'était vraiment n'importe quoi. Et oui, on a une organisation qui est peut-être, qui est mieux appropriée pour la performance. Du regard extérieur que j'ai, du peu que j'ai eu l'occasion d'en voir, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'on partait de trop loin et qu'il n'y avait pas le temps pour que ça aille vraiment mieux là? Je sais pas. Chez les féminines, sur l'endurance, t'avais quand même l'impression d'une espèce de côté hors de forme. Et ou à part pour Marie Lenette qui revenait de blessure début d'année, où ça peut-être était un peu court pour se remettre très bien, c'est pas trop pourquoi c'était aussi loin du compte, quoi. Marion Boras sur la poursuite par équipe, elle est vraiment énorme. Mais ça n'a pas été sur la Madison, donc ça n'a pas été. C'était pas mal, mais c'était pas au niveau de ce qu'on pouvait en attendre, surtout qu'on a vu certaines équipes faire la surprise, donc je sais pas ce qui a déconné, malheureusement. Mais oui, forcément c'est compliqué, surtout quand on a un regard extérieur, on n'a pas toutes les informations qui nous permettent de savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, etc. Mais bon, et le pire, c'est on essaie d'imaginer, puis après oui, comme tu l'évoquais Geoffrey, il y a du mieux par rapport à Tokyo, il y a des changements qui avaient été faits. On avait eu Mathilde Gros il y a 1 an et demi, je crois, avec toi, qui racontait aussi que il y a, ne serait-ce que dans son cas précis, un sacré changement qui avait été opéré depuis, notamment en termes de préparation mentale, et c'était entouré de Félicia Ballanger pour optimiser ses chances, sa préparation, histoire d'être la meilleure. Et en plus, c'est bien tombé, elle a été championne du monde en 2022.
Donc on est sur une pente positive, c'est peut-être pas récompensé d'une médaille, mais faut pas tout voir en noir, quoi. Ah non, mais faut absolument pas tout voir en noir. Le pire, c'est que je suis persuadé que dans 2 mois, on va être déçu parce qu'on est capable de faire des super mondiaux. Il y a les mondiaux qui vont arriver très vite, qui sont fin octobre à Copenhague, et je suis sûr qu'on va être en mesure de faire quelque chose de super, et qu'on aura de quoi se sentir très déçu d'avoir raté nos jeux, sauf le titre bien sûr de Benjamin Thomas qui est exceptionnel. Voilà, en tout cas, on repart de ces Jeux de Paris, enfin on repart pas très loin, puisqu'on était à domicile au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, mais donc avec quand même un titre olympique, une médaille d'or qui n'était pas revenue à la France en cyclisme sur piste depuis 2000. C'est quand même pas mal de le signaler. On était resté sur des Jeux, j'avais noté Tokyo, une médaille de bronze, Rio, une médaille de bronze, Londres, 3 médailles d'argent, Pékin, une d'argent, une de bronze, Athènes, une d'argent, une de bronze. Donc, bon, on n'est pas Deux médailles, deux médailles deux médailles d'argent, de bronze 2 médailles de bronze à Athènes, à Tokyo, à 2 Tokyo. médailles de bronze. Ah bah voilà. Ah bah oui, c'est la vitesse par équipe que je. Vitesse par équipe. On l'a parce que les Australiens font n'importe quoi dans le match pour la 3e place. Là, au Jeu de Paris, ils ont fait n'importe quoi en qualif, n'importe quoi. Enfin, ils se sont loupés en qualif, ils étaient pas loin du n'importe quoi au premier tour. Malheureusement pour nous, ils n'ont pas fait n'importe quoi 3 fois de suite. Mais Ouais, mais enfin, bon. 4 fois de suite, même si on inclut Tokyo. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça fait quand même un bilan avec une médaille d'or, c'est pas rien pour l'équipe de France sur piste. Un mot aussi sur les cyclistes non français qui ont le plus marqué ces épreuves sur piste. J'ai noté 3 noms peut-être qui ont remporté plusieurs titres et qui sont peut-être parmi les plus impressionnants. On a Harry Lavrezen qui fait le triplé, vitesse par équipe avec les Pays-Bas, vitesse individuelle et Keirin. On a Elsie Andrews, la néo-zélandaise, qui avait fait le doublé vitesse individuelle et Keirin, et qui est, si je ne me trompe pas, médaillée d'argent en, Oui, oui. en Ça, vitesse, ouais. en vitesse par Vitesse équipe. par équipe. Tout à fait. Et également l'américaine Jennifer Valente, qui a remporté la poursuite par équipe et qui a détruit l'Omnium. Je crois que Geoffrey, tu en parlais tout à l'heure, mais qui est l'américaine qui a remporté assez largement l'Omnium. Parmi ces 3-là, et peut-être quelqu'un d'autre, donc Harry Lavrezen, Alessia Andrews ou Jennifer Valente, qui vous a fait la plus forte impression sur cette semaine sur piste? Moi, j'ai envie d'en lister plein déjà, hein, parce que enfin, tu sais comment j'aime la piste, donc Oui, je pourrais forcément. passer 1 heure à faire juste le débrief de chaque truc un par un, de chaque épreuve. Enfin, Harry Lavrezen, ce qui est fou sur son triplé, c'est qu'on n'est même pas surpris qu'il fasse le triplé tellement il domine le sprint depuis quelques années. Je pense que ça va être compliqué de refaire un triplé pour lui au prochain JO, parce que Roy Vandenberg, mine de rien, il aura la quarantaine quasiment, le démarreur néerlandais. Jeffrey Orland, physiquement, commence à décliner un petit peu. Enfin, il part de loin quand même, le bonhomme, hein, vu les Oui, kilomètres qu'il voilà. fait, mais il est plus au niveau qu'il avait il y a 3 ou 4 ans. On a quand même une belle rivalité qui se lance avec Matthew Richardson, qui avait su le battre sur certaines TCL, et qui est seulement à 3 millièmes de lui sur le 200 mètres lancé. Le tournoi de vitesse, Jack Carlin, toujours aussi spectaculaire, les matchs face à Ryota ou d'autres, c'était génial. Côté masculin, le collectif australien, hein, on a retrouvé une exceptionnelle équipe de poursuite. Ils étaient un peu passés sous les radars depuis quelques temps, mais ils ont été forts. Juri Leitao, qui est pas oublié, parce que de ce que Steve Penny a dit sur le forum, évidemment, c'est le premier Portugais à avoir 2 médailles sur le même JO. Hors athlétisme, je crois. Alors je sais plus si c'est la première médaille d'or en athlétisme. Ah, Enfin, peut-être ça, mais mais en tout le enfin, premier à avoir deux médailles sur les mêmes JO. sacré perf pour la Itao qui a remporté l'américaine avec Rui Oliveira. Et côté féminin, sur la vitesse, Elise Andrews, pas loin du triplé, mais qui aurait vraiment pu l'avoir, parce que Rebecca Petsch
je m'attendais pas du tout à ce qu'elle devienne la meilleure démarreuse du monde. Les chronos qu'elle fait en vitesse par équipe sont absolument fous. Etty van der Loo qui progresse vraiment, qui a enchaîné les matchs où elle battait des coureuses plus rapides jusqu'à ce que malheureusement au bout d'un moment ça s'arrête. Parce que faire le même coup 3 fois de suite, forcément on sait comment la gérer après. Oui, ça devient compliqué. La petite surprise quand même de la piste allemande en vitesse, qui écrasait tout depuis quelques années. On voyait Emma Inze qui n'était pas géniale sur ses chronos et qui est passé un peu à côté de ses matchs en solo. Léa Friedrich qui fait une seule erreur sur la demi-finale du Keirin, sinon elle a peut-être la victoire qui lui tendait les bras. Comment elle a dominé la petite finale. Je m'attendais pas à voir Alison Andrews aussi facile face à elle en finale de la vitesse. On sait vraiment que la Friedrich serait l'or là-dessus. Ouais, donc de voir Alessia Andrews faire le doublé vitesse individuelle Keirin, c'est peut-être un peu la surprise. Le doublé en épreuve solo en vitesse chez les femmes, vitesse Keirin n'a jamais été fait. Après, le Keirin chez les femmes est présent au JO depuis pas spécialement longtemps. Le seul doublé individuel qui avait été fait en vitesse chez les femmes, c'était Félicia Ballanger en 2000. Avec la vitesse individuelle et le 500 mètres. Voilà. Sachant que la domination de Félicia Ballanger sur le cyclisme sur piste en vitesse chez les femmes à la fin des années 90 et en 2000, Harry Lavriesen, c'est rien à côté. pour donner une idée à ceux qui... Ok, comme ça on a bien la comparaison. Elle n'a pas un nombre exceptionnel de titres de champion du monde, juste parce qu'il n'y avait pas d'épreuve chez les femmes, à part le 500 mètres et la vitesse à l'époque. Okay. Sinon, elle aurait un nombre de titres mondiaux qui serait absolument hallucinant. Évoqué après, si Jennifer Valente, forcément, parce qu'il y a la vitesse par équipe, mais vitesse par équipe, on peut aussi évoquer Kirsten Faulkner, parce qu'elle fait le doublé avec la route. Ouais, tout à fait. Mais cet omnium qu'elle fait, elle gagne le scratch facile, sans forcer, elle gagne l'omnium, l'élimination facile, sans forcer. La tempo, elle la gagne pas parce qu'il y a une Irlandaise qui a pris un tour, mais elle a bien géré, et ensuite elle finit deuxième, pareil, presque sans forcer. Et voilà, quoi, elle a 118 points sur 120 avant la course au point, elle n'a plus qu'à gérer. Et le titre, il est là. Enfin, le titre, la défense de son titre. Oui. C'est que oui, tu nous promettais un peu une lutte entre Jennifer Valente et Lotte Kopecky sur l'Omnium. Bon, il n'y a pas vraiment eu de lutte. Sur la course au scratch, donc il n'y a plus de match après. Et Jennifer Valente était sur une autre planète le jour de l'Omnium. Ouais, ça, c'était. Et c'était sacré. La paire de Madison italienne qui n'est pas à mettre de côté, la course de Gozzini et Consoni qui était stratégiquement parfaite. Le coup de prendre des points dans les premiers sprints, puis pendant 30 tours, on les a jamais vues. Elles se sont fait totalement oublier. Elles ont réussi à faire oublier qu'elles étaient à 4 points de nous. On était 3e à ce moment, au moment où elles attaquent. Elles étaient à 4 points du podium virtuellement, mais tout le monde s'est dit non, c'est bon, on les voit pas depuis une demi-heure. Elles peuvent y aller. Et le titre, il est gagné. Ouais, parce que ça s'est joué. Voilà, elles prennent un tour. Et en prenant un tour, elles remportent un sprint. Et puis voilà, c'est gagné. La jouer ultra démonstrative de Chiara Consoni en plus, c'est toujours quelque chose qui est sympa à voir. Ah oui, c'était sacrée course pour les Italiennes. Bon, du coup, Johan Geoffrey nous a fait tout le détail de toutes les performances incroyables sur piste. Qu'est-ce que tu retiendrais parmi tout ça? Parce que il y a quand même un sacré tableau quand même. Hein. Oui, c'est compliqué. Après, moi, je dirais que les deux coureurs qui m'ont fait le plus vibrer, c'est Kerlin et Leitao. Je sais pas, je trouvais qu'ils couraient bien, que ça marchait bien, qu'ils étaient chouettes à suivre. Le petit côté un peu outsider qui fait plaisir. Je sais pas, c'était vraiment les deux vraiment qui m'ont fait vibrer un petit peu. Hors français, et puis sinon Benjamin Thomas forcément, mais... Tu fais bien de rappeler juste avant que t'es pas à fond sur la piste, parce que Yuri Leitao, il a quand même je sais pas combien de titres de champion d'Europe, il est champion du monde de l'Omnium. Mais oui, tu sais que c'est ça, c'est que tout d'un coup sur des parcs JO, c'est ah oui, c'est vrai que lui l'année dernière était fort. Ouais, et Jack Carlin, forcément, il a pas de titres mondiaux parce qu'il y a Harry Lavriesen, mais oui, non, mais j'ai pas dit que c'était des peintres. Il avait déjà il a le même bilan qu'à Tokyo. Bronze en vitesse individuelle, argent en vitesse par équipe, ouais. Si, il fait mieux en Keirin parce que là il est en finale.
Ok, il était bien, il était pas mal. Morgan, je m'attendais même qu'il fasse mieux que ça, mais Bah, il fait pas mieux que ça parce qu'il chute. Hein. qui chute, hein, mais ouais. Gletzer fait n'importe quoi sur sa finale. S'il n'y a pas une chute devant lui, il fait 6ème. Ouais, c'était un peu le festival des chutes sur le Keirin. Il a pas fait autant n'importe quoi qu'au jeu de Tokyo sur le Keirin, mais parce que s'il fait pas n'importe quoi à ce niveau-là, jamais Jason Kenney gagne à Tokyo en 2021. Mais bon, en tout cas, ça nous a fait quand même de sacrés perfs. Puis Harry Lavrezen qui fait partie je crois, de la dizaine d'athlètes triple champion olympique cette année à Paris, sachant qu'il avait déjà obtenu 2 titres olympiques à Tokyo il y a 3 ans. Il a fait 6 compétitions au JO, au pire il a fait 3ème et il l'a fait qu'une fois. Ouais, c'est quand même pas mal d'avoir 5 médailles d'or, une médaille de bronze sur 6 épreuves à 27 ans. Franchement, le palmarès est solide. Et on se dit que s'il a que 27 ans, il risque d'être là encore quelques années. Il y a moyen qu'il continue comme ça, ne serait-ce qu'individuellement, jusqu'à Los Angeles au moins, par exemple. Bah, puis entre-temps, il a l'occasion aussi de regagner quelques mondiaux, parce que pour le moment, il n'en a que 13. Bon, c'est pas beaucoup en effet. Ah, ça fait 2 ans qu'il fait plus le triplé quand même. Parce que l'Australie avait fait la surprise presque en 2022 en battant le trio néerlandais en vitesse par équipe et Ah oui, il a perdu sur le Keirin puisque c'est Kevin Quintero qui est champion. c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Et- le petit aparté par rapport à ce qu'on disait sur l'équipe de France, on s'est raté sur certaines épreuves, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme favoris ou gros outsiders qui se sont foirés sur ces jeux? Mas Paul, ouais. Dans toutes les épreuves, Niklas Paul ou Mateusz Rudi, presque invisibles. Euh, les Colombiens et Colombiennes, hein, je prends ensemble Marta Bayona et Kevin Quintero qu'on attendait sur le Keirin et rien du tout. Sur les Omnium, on a un petit peu la même avec par exemple Yumika Gira qui aurait pas été là, ça aurait été pareil. Nia Evans, c'est plus compliqué à doser parce qu'elle a eu sa chute. Laetitia Partenerster, pareil, on l'a quasiment pas vu. Et côté masculin, un Van Schriep, pas spécialement là. Wellsford revenu à la piste avec On des l'a grosses vu, émissions. Van Rip, ouais. Ouais, Ouais, Van Schriep. Pas pour la bonne raison, mais Alors, ça, tu penses plus à la Madison, où d'ailleurs l'équipe a été disqualifiée après coup. Hein. J'ai chuté un des Britanniques. Ouais. ah oui. c'est volontaire ou pas? Parce que je sais pas. Même si c'est pas volontaire, il doit être un peu plus Oui, oui, en non, maîtrise de comment il de ce avance. qu'il fait, oui. Peut-être que le fait d'avoir un guidon aussi peu large, ça peut jouer, quoi. Après, C'est- il expérimente énormément Oui, sur le oui, forcément. matériel. On va dire, il pousse les commissaires UCI et le règlement UCI dans les derniers tranchements à aller à chaque fois à la limite. Dire, hey, le guidon, il doit faire telle taille. Ouais, mais c'est la taille en bas des poignets ou sur le haut? Parce que c'est le premier qui a complètement incliné quand on pouvait plus poser Ah la main sur oui, les prolongateurs. Sur la route, il avait des cocottes quasiment à l'horizontale. il avait des cocottes qui faisaient 15 cm de long et il disait non, c'est pas un prolongateur, c'est des cocottes. Donc il y a des courses où c'est passé, il y a des courses où c'est pas passé parce que le règlement est assez flou sur ce genre de truc. Mais c'est bien qu'il y ait des coureurs aussi qui expérimentent sur le matériel comme ça. Ah bah oui, Jan Willem van Schriep, il est un peu spécialiste de ça c'est sûr, le néerlandais. Mais bon, c'est ressorti sans médaille de ces Jeux Olympiques en tout cas, pour le coureur néerlandais. Voilà, on va s'arrêter là pour la piste. On a évoqué pas mal de choses, pas mal de sujets. Je voulais quand même qu'on évoque un petit peu le Tour de France femmes qui s'est lancé ce lundi des Pays-Bas avec une première étape qui a été remportée par Charlotte Kohl au sprint avec Lorena Wiebes qui n'a pas pu faire le sprint. Alors bon, d'ici à ce que le podcast sorte, on aura probablement un deuxième sprint hein, parce qu'il y a 2 demi-étapes ce mardi. On ressort les vieilles formules pour avoir 8 étapes en 7 jours. Quel serait, Johan Geoffrey, votre pronostic
pour la victoire finale de ce Tour de France femmes, qui pour succéder à Demi Vollering. On fait pas comme quand les courses masculines où il y a Pogacar qui est ultra favori, tu demandes du coup finalement vous voyez qui en 2 ou 3. Je tente, je me dis on sait jamais, mais bon, j'ai l'impression que Vollering va un petit peu être le nom le plus cité assez facilement, quoi. Après, par rapport au Tour Femmes, là, j'ai l'impression d'être aux 24 heures du Mans il y a 2 ou 3 ans, quand il y avait que Toyota qui allait gagner, et où d'un seul coup on s'est dit ils vont changer les trucs, et il y a 50 constructeurs différents qui vont arriver et on va avoir une course soit d'ici 2-3 ans. Là on a un peu ça pour le Tour Femmes cette année, parce que l'année prochaine, il y a Ferrand-Prévot qui revient à la route, il y a Van der Breggen qui revient. Et Vollering du coup, il y qui aura part du chez gros. FDJ, qui devrait partir chez FDJ Suez, où Juliette Labousse a signé, ça c'est officiel. Et ça, on est dans un tour qui commence où on se dit ouais, Vollering, elle le gagne celui-là, mais l'année prochaine, ça va être génial. Donc ce Tour de France, il va falloir regarder derrière Demi Vollering. Je vous repose pas la question qui va gagner, ça serait Vollering donc, mais derrière deuxième, troisième place, il y aura de quoi faire. Donc par exemple, parmi les noms qu'on aurait pu citer, Elisa Longo Borghini n'est pas au départ. Oui, après, c'était un nom parmi d'autres. Je trouve que les gens, enfin, Ça ils en permet font au un peu moins trop. d'éliminer le nom de la championne d'Italie, quoi. Bah, ça aurait été intéressant en fait pour toutes les étapes intermédiaires, un peu type classique ou vallon, machin, où elle aurait été intéressante à suivre. Après, je pense qu'enchaînement Glandon, Alpe d'Huez, elle aurait subi un petit peu. C'est des meilleures grimpeuses, mais bah, pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec Geoffrey. Moi, je pense que l'année prochaine, il y aura FDJ qui va cadenasser. Ça va être vite vu. Je sais pas comment les autres vont faire, mais moi, je serais plutôt. Je pense que typiquement, tu peux voir l'année où il y a un podium, t'as Evita Music, Juliette Labousse. Ok, donc toi tu vois Vollering et derrière deux Françaises pour accompagner la Néerlandaise sur le podium. Je pense qu'il y a moyen. Ça dépendra de comment Evita Music elle esquive un peu les problèmes au début de course et de si Juliette Labousse a ses meilleures jambes, mais je pense qu'il y a fenêtre pour ça. Et sinon, après, ça dépend enfin, de ce qu'on voit sur le Tour de France des dernières années. C'est Niva Doma qui est la plus grosse opposante, mais donc on verra ce qu'elle donne. À Sachant qu'en voir plus, aussi. dans cette équipe, il y a Neve Bradbury qui était très forte sur le Giro. Je veux dire, ouais, Nive Bradbury qui fait une grosse saison, donc qui est pour moi une vraie candidate au podium. Bon, elle fait aussi que le maillot blanc, si elle n'a pas de pépin physique ou de chute, a priori, il n'y a pas match. Oui, parce que j'allais citer Gaia Reali, mais non, puisqu'elle n'est pas à l'Égypte, c'est seulement les moins de 23 ans sur le Tour de France femmes. Le maillot blanc, c'est pas très intéressant. C'est soit Neve Bradbury, si elle est pas en forme, c'est Chien de Van Roy. Donc, Oui, c'est pas forcément là ce qu'il va falloir regarder avec le plus d'attention. Mais Geoffrey, est-ce que toi tu crois de voir deux Françaises sur le podium, comme l'imagine Johan? Déjà, ce serait bien. Ça serait plutôt qui? Je pense plus Juliette Labousse pour la solidité sur toute la semaine. Mhm. Je pense plus pour Juliette Labousse. Après, il y a un crescendo qui est intéressant sur la semaine, sur les tracés qui sont proposés. Donc ça va être intéressant à suivre sur l'ensemble de la semaine. Le final Alpe d'Huez, pour une course comme ça, me semble assez à propos en plus. Oui, parce que justement aussi ça permet de montrer que bah, voilà, vraiment les étapes de haute montagne sur les courses féminines, c'est pas forcément quelque chose qui est très courant. On a cette dernière étape avec le col du Glandon et l'arrivée à l'Alpe d'Huez. C'est Et pas ouais, rien elle quand fait même ça. aussi même au niveau de l'image de montrer que c'est le Tour de France quoi. Ouais, et puis ça fait une étape de 150 bornes, donc c'est plus long que les étapes du Tour de France homme, C'est pas faux. pas que les étapes de montagne, hein. Mais c'est un peu déséquilibré, hein, parce qu'il risque d'avoir de tels écarts sur la dernière étape que c'est pas des chronos de 6 bornes qui vont jouer grand-chose en balance, quoi. Oui, c'est vrai que Parce que c'est pas possible que tu aies une coureuse qui le matin soit 5 minutes avec 8 coureuses devant qui se retrouvent sur le podium. t'as un peu peur que tout se passe le dernier jour, toi, Johan? Non, enfin en général ça bouge quand même, donc je pense que ça bougera. Mais je pense que le dernier jour ça risque de faire de très gros écarts et que dès le gland, en plus ça passe le glandon quoi, qui est quand même un col absolument stupidement dur. Ça risque d'exploser de partout, quoi. Donc, avec ça va faire. pour ceux qui connaissent pas en plus le Glandon, comment dire,
cette stat qui annonce le 20 km à 7%, mais il y a ce gros replat au milieu qui fait qu'en fait on a une portion dure, un replat, une portion encore plus dure derrière. Ça va vraiment. Ouais, ça va être sacrément difficile. Sans oublier non plus que la veille, on aura déjà une première étape de montagne avec l'arrivée au Grand Bornand, au Chinaillon. On aura 7 km à 5%. C'est pas non plus les plus fortes pentes, mais il faut quand même le signaler pour dire qu'il Sur n'y a une, pas. sur une distance de 170 bornes qui reviendrait, par rapport aux habitudes de course, à faire une étape de 260 bornes avant, avant l'étape reine de montagne sur le Tour de France masculin. Oui, On non, aimerait avoir d'ailleurs. ça aussi, c'est à prendre en compte, mais voilà, c'est pour dire que on n'a pas que la dernière étape qui va être une étape de montagne. Il y a moyen de faire quelque chose aussi, sachant qu'on aura aussi une sorte de mini Liège-Bastogne-Liège qui arrivera à Liège justement ce Liège et mercredi. Amstel, hein, c'est le mix. Oui, c'est ça, c'est ça. Départ de Valkenburg, on fait Bemelerberg, Coburg, Geulemerberg, Bemelerberg de nouveau, puis on file vers Liège avec la Redoute, la Côte des Forges, la Roche au Faucon. Bon, Av- Avec petit point positif à signaler, hein, allez, on fout la Redoute et la Roche au Faucon en deuxième catégorie pour s'amuser avec le barème du classement des grimpeurs, parce que comme ça on rend le truc intéressant. est-ce que Comme quoi c'est tu quelque chose qui peut être fait. est-ce que tu voudrais dire que le Grand Prix de la Montagne et son barème est mieux géré sur le Tour de France Femmes que le Tour de France Hommes? Est-ce qu'il est possible pour une course de gérer moins bien son barème du Grand Prix de la Montagne que le Tour de France homme? Bon, on va pas non plus re-rentrer là-dedans, mais oui, c'est vrai que forcément, la direction de course est différente chez les femmes que chez les hommes, donc on est sur des choix un peu différents. Puis aussi, ne serait-ce que le fait que une cote de quatrième catégorie apporte 2 et 1 point, et pas seulement 1 point par exemple, permet de montrer. Ce qui est bien, parce qu'on a vu le peloton sprinter derrière l'échappée aujourd'hui. Donc, Voilà, ça permet de faire des petites différences. Un dernier mot, alors je vais revenir sur la question du podium, vu que Johan s'est mouillé. Geoffrey, qu'est-ce que tu nous dirais? Nive Rodbury et bon, allez, on va dire Juliette Labousse. J'ai failli Ah, dire, j'ai failli dire Cassia Nuvadoma, mais on va quand même dire Juliette Labousse. allez, très bien. Je prends. Justement, dernière petite question avant de finir ce Marianne Vos maillot podcast. vert. Voilà. Voilà, comme ça c'est glissé aussi. ça fait que des top 5 sur les sprints. Après toutes les étapes vallonnées, potentiellement, elle se fera bouffer par quelqu'un d'autre. Ouais, mais si Ouais. c'est la seule à faire à fond les sprints intermédiaires, vu qu'ils apportent un nombre de points qui est supérieur au arrivée de certaines étapes, ce sera bon. Dernière petite question, justement sur nos coureuses françaises. Vous avez cité notamment Juliette Labousse et Evita Music qui peuvent jouer les premiers rôles. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose des autres françaises qui sont sur la course? Bah, on est toujours une belle nation de baroudeurs, donc il y a toujours moyen. Après, on va les voir un petit peu partout. Après, les chances de victoire d'étape, ça c'est un peu toujours les mêmes. C'est d'avoir une course dans l'échappée qui va chercher quelque chose, quoi. Oui, parce que forcément, déjà on n'a pas de sprinteuse, donc on perd ces chances-là. En montagne, bah, Ouais, enfin, on perd les chances face à Cole et la Vibus. Bon. On perd l'occasion de faire 3 au mieux. Ou Ah, 2 s'il y en a une des deux qui a un pépin. oui, mais tu sais, si on a une Française qui est la meilleure sprinteuse du monde, forcément on a des chances. Mais bon, c'est pas le cas. Voilà. Geoffrey, qu'est-ce que tu rajouterais? Peut-être des noms en particulier à citer, ou c'est vraiment, en dehors de la Bourse et Victor musique en Berthaud. montagne, on va viser les échappées? Victor Berthaud. Victor Barto qui enchaîne après les JO. Alors, elle était pas en lice dimanche, contrairement à Daria Pikulik notamment, Maria Piccolic qui a réussi à faire top 10 de la première étape. et à Maggie Colslister. Aussi également, qui elle, bon, plus compliqué parce qu'elle a chuté et perdu quelques minutes. Mais donc oui, Victor Barto, tu t'attendrais à quoi? À ce qu'elle fasse du Victor Berthaud. Je sais pas dans quelle étape, mais C'est je me dis, comment dire, une échappée, ça va celle, au bout. ouais, il y a Amnéville, l'étape d'Amnéville, si ça sourit au baroudeur, enfin, il y a moyen qu'elle soit dans celles qui peuvent participer à mettre le bazar. Eh ben, très bien. Il y a juste pour finir un petit nom que
je m'étais gardé de côté depuis le début de saison, c'est Marion Bunel de Saint-Michel-Mavic-Aubert 93 qui avait fait 5ème du Tour des Émirats Arabes Unis. Est-ce que ça peut être parmi les jeunes à suivre? Alors forcément, le maillot blanc, ça va être compliqué face à Nifé Bradbury, mais de se dire que une première participation au Tour de France peut être intéressant de voir comment elle va se comporter. Alors là, pour le coup, Typiquement, la dernière étape, c'est pour elle, hein. Type de tracé d'étape, peut-être un petit peu long, mais si elle s'est pas trop cramée sur le début de semaine, j'allais évoquer justement la longueur des étapes, où là, l'enchaînement kilométrique comme ça sur 8 jours, ça, je pense que ça va plus être un bon apprentissage pour elle que vraiment avoir joué sa carte. Il faut prendre de la caisse, quoi. Ouais, ça va clairement être l'occasion de lui faire prendre de la caisse, et vu le potentiel qu'elle a. Il y a de quoi après, faire. toute l'équipe Saint-Michel-Aubert est ultra chouette, hein. C'est vraiment dommage qu'a priori, peut-être l'équipe va arrêter ou régresser ou peut-être va retrouver un sponsor, mais trop tard avec des courses qui sont parties ailleurs avant. Mais que quand tu vois la start list, c'est vraiment le très très beau, très très bel effectif avec en plus, plein de courses qui savent grimper. Dixoline Mermont, Victory Gilman, ça grimpe très très bien. Céline Well, c'est une super baroudeuse. Ça donne trop envie comme équipe, hein. Ouais, c'est sûr que ça serait forcément vraiment dommage de perdre cette équipe-là l'année prochaine. Bon, on va espérer, on va croiser les doigts que les Madeleines puissent continuer pour la saison prochaine, mais en tout cas, oui, elles méritent leur place sur ce Tour de France, et on devrait bien les voir tout au long de cette semaine. Bah écoutez, Johan, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais du coup, il y a des équipes qui ont anticipé l'arrêt de Saint-Michel-Aubert et qui leur ont piqué le maillot déjà à l'avance, là. Oui, oui, c'est sûr que les maillots, on retrouve de nouveau quelques maillots qui se ressemblent pas mal. Ça, c'est Il n'y a malheureusement. que ça, c'est terrible, mais changer de maillot, par pitié, quoi. Bah, SD Works qui change de maillot pour faire comme Saint-Michel. C'est con, hein, à la base ça marchait bien, mais bon. C'est le Tour de France, donc il faut faire des maillots originaux. Voilà. T'as déjà un maillot qui ressemble aux autres équipes tout le reste de l'année. Là, comme t'as une équipe avec laquelle t'es pas forcément très souvent, tu vas faire le même maillot. Voilà, Saint-Michel, Mavic-Aubert 93 inspire le monde, c'est ça. Bah écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Johan et Geoffrey, de m'avoir accompagné pour débriefer la partie piste des Jeux Olympiques et essayer de regarder ce qu'il pourrait se passer sur le Tour de France Femmes. Vous avez plus d'informations, plus de détails sur les étapes, les partantes, etc. Bien évidemment sur le forum, je vous mettrai le lien. On vous fera suivre toutes les étapes un petit peu avec notamment des résultats, un petit peu le suivi de ce qui peut se passer sur Twitter comme d'habitude. Et puis le petit pari, combien de coureuses de Tashtank abandonnent demain, tu vois. Et sachant qu'on en a déjà perdu 4 sur 7 dès la première étape. Et les délais vont pas être énormes vu la longueur du contre-la-montre. Ah bah... Ah ouais, non mais c'était hors chrono, c'est terrible. Faudra voir ça, mais bon, elles avaient réussi à... L'Ouzbékistan avait réussi à bien filouter pour obtenir sa place aux mondiaux et aux Jeux Olympiques sur les points de la saison dernière. Donc l'équipe Tashkent a obtenu sa place en invitation automatique grâce à cela sur le Tour de France. Voilà, ce qui permet d'expliquer en tout cas pourquoi cette équipe est là. Eh bien écoutez, en tout cas nous on va essayer de tenir jusqu'au bout. En tout cas on va essayer, non, on va y arriver, on va tenir jusqu'au bout de ce Tour de France Femmes, on sera là à la fin. Alors là, il y a eu le Tour de France, les JO, et puis tu tires un peu là, et après tu vas devoir enchaîner sur la Vuelta direct. Là, ça... Oh, heureusement on va faire une pause la première semaine de la Vuelta, mais après il y a l'enchaînement Grand Prix de Fourmi, Grand Prix d'Iceberg. Ah oui voilà, bon, on aura quelques jours pour se reposer, puis après on va retrouver du vrai cyclisme, ça sera parfait. Bah écoutez, merci beaucoup Johan et Geoffrey, on va se retrouver très certainement la semaine prochaine pour faire le débrief justement de ce Tour de France Femmes, avant de prendre un petit peu de repos bien mérité pour terminer l'été et de rattaquer pour la fin de saison en bonne et due forme. Eh bien, vous connaissez la formule. En attendant donc le prochain podcast, la chasse patate la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans la chasse patate.